5e numéro de Travelling Sport, Michael Jérémiaz est l'invité de Lucie d'Écosse. Champion paralympique de tennis en fauteuil à Pékin, Michael prépare aujourd'hui les prochains Jeux de Rio, qui seront ses derniers. Une rencontre intense avec un athlète hors norme qui incarne les valeurs du sport. Michael nous dévoile sans retenue ses vérités et son parcours exceptionnel. Michael, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. On est ravis de te recevoir. Je vais retracer un petit peu ton palmarès. Tu as été médaillé de bronze en simple aux Jeux Olympiques d'Athènes. Tu as eu une médaille d'argent aussi en double. Aux derniers Jeux Olympiques à Londres en 2012, tu as été médaillé de bronze. Et en 2008, aux Jeux paralympiques de Pékin, tu as eu la médaille d'or. Oui, avec Stéphane Houdet en double. C'est un des plus grands souvenirs de ma carrière. Athènes, les premiers Jeux, 4 ans après mon accident, c'est un moment très fort. Médaille en simple et en double. Quelque chose d'un peu inespéré, si rapidement, tous mes proches qui sont là. Londres, il y a peu de temps, les derniers Jeux, un peu amer, une médaille de bronze avec Stéphane alors qu'on avait eu l'or à Pékin. C'était un peu frustrant, on avait battu toutes les équipes, notamment l'équipe suédoise qui nous bat en demi-finale, on les avait battus très facilement un mois auparavant. Donc un peu frustré, et puis en simple, je joue contre le vainqueur et numéro 1 mondial de l'époque, Shingo Kunieda, donc qui m'empêche d'aller jusqu'à la demi et à une médaille potentielle. Mais par contre, Pékin, c'est le point culminant de ma carrière, c'est en tout cas les plus grandes émotions. Il n'y a pas au-dessus, j'avais été champion du monde quelques années avant, il n'y a pas au-dessus qu'un titre paralympique. Tu étais numéro 1 mondial en 2005, tu as gagné 7 tournois du Grand Chelem, mais quand on est aux Jeux paralympiques là, à Pékin, c'est l'émotion, justement, tu dis que c'est beaucoup d'émotions, qu'est-ce que ça fait ? En fait, c'est l'objectif suprême. Être champion du monde, être numéro 1 mondial, c'est ce qui veut dire qu'on est le meilleur. On ne peut pas être meilleur que ça, parce que c'est-à-dire que sur l'année, on a été le meilleur sur l'accumulation d'une vingtaine de tournois. Donc c'est la plus grande consécration, mais en même temps, pour nous, les Jeux paralympiques, encore plus que pour les Jeux olympiques des athlètes valides, c'est la plus grande reconnaissance, parce que c'est le seul moment où on a une exposition médiatique, qu'on a du public, notamment à Londres. C'était blindé de monde, il y a eu autant de ventes de billets quasiment pour les Jeux paralympiques que pour les Jeux olympiques. Il y a eu une médiatisation extrêmement importante. Channel 4 avait racheté tous les droits et a diffusé autant que pour les Jeux olympiques. Donc pour nous, ça a une saveur particulière parce que sinon on est anonyme pendant quasiment 4 ans. Alors on a la chance dans le tennis handisport d'être très développé, notamment au sein des tournois du Grand Chelem. On joue tous les tournois du Grand Chelem au même moment, toujours en deuxième semaine. Donc on a une visibilité à ce moment-là. Mais là je reviens d'une compétition où j'ai battu 3 des 10 meilleurs pros mondiaux. Personne n'en a parlé nulle part parce qu'en fait c'est pas médiatisé, que ce soit sur place, c'était aux États-Unis ou en France. C'est pas un événement en soi, on n'a pas de média qui a filmé l'événement et qu'on reparle. Donc on a besoin, nous, de ces événements-là pour être connus et reconnus. C'est vraiment qu'aux Jeux paralympiques, où là, il y a toute la médiatisation et l'exposition. C'est là que tout se passe, depuis les Jeux de Barcelone. C'est là où le handisport s'est vraiment développé. Atlanta, ça a été mauvais, mais de manière générale pour tout le monde, les JO comme les Jeux paralympiques. L'Australie, là, il y a eu un vrai engouement populaire. Le grand public, le public a répondu présent aux Jeux olympiques et paralympiques parce que c'est des vrais amateurs de sport. Athènes, c'était pas super, mais de manière générale, ça n'a pas été une grande organisation. Tu sais ça aussi bien que moi. Pékin, c'était peut-être pas la même ambiance parce que c'est une culture différente, mais c'était rempli de monde. Et il y avait vraiment beaucoup de monde et des gens qui étaient à fond, comme je me souviens de l'ambiance où... Là, je vois les images avec Stéphane où on vient de gagner la médaille d'or. L'ambiance qu'il y a, le cours, il est plein. Il n'y a que justement les emplacements des journalistes qui sont vides sur le terrain. Les journalistes n'étaient pas là, il y avait très peu de journalistes, mais par contre, les spectateurs étaient là. Pour la petite anecdote, les images, on voyait où j'étais torse nu, où j'ai jeté mon t-shirt et ma raquette dans la foule. 1 an plus tard, au Japon, donc pas en Chine, au Japon, 1 an plus tard, une dame vient me voir et me demande de signer mon t-shirt qu'elle avait récupéré dans les tribunes, quoi. Et c'était incroyable et une vraie passionnée de tennis en fauteuil. Et pour pas que tu oublies ce jour-là, regarde, on t'a sorti une petite photo. Ah, c'est top, c'est cool. Merci beaucoup. On te l'offre. C'est ma plus belle grimace, souvent, c'est comme ça, quand on sert. Et encore là, j'ai pas la langue pendue. Merci en tout cas. Voilà. J'ai la barbe courte, que je faisais attention à moi. On te voit là en pleine action. Si on parle un petit peu du sport, moi j'ai fait la petite erreur, j'ai dit olympique.
au lieu de paralympique. Ouais. Quand on parle des Jeux paralympiques et du tennis, est-ce qu'il y a différents handicaps? Comment ça se passe? En fait, dans le mouvement handisport, de manière générale, ça regroupe tout type de handicap. Et la plupart des sports, il y a des catégories, voire beaucoup de catégories. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire des catégories en fonction du handicap pour réduire l'injustice, entre guillemets, si on peut parler d'injustice, d'un handicap à l'autre. Mais en même temps, il y a un risque à faire ça. C'est-à-dire que c'est comme si au basket valide, on faisait des catégories par taille. Qu'on mettait les plus de 2,20 m, les plus de 2 m, les plus d'1,80 m. Alors on le fait dans les sports de combat, c'est vrai. En même temps, quelqu'un de 50 kg, même si c'est le plus technique au monde, il ne battra jamais quelqu'un qui fait 100 kg, même le moins technique. Mais en même temps, c'est qui le plus fort du monde au judo? C'est qui la plus forte du monde au judo? C'est les poids lourds. C'est pas les plus forts techniquement, mais c'est les plus forts parce qu'ils sont le plus gros gabarit. C'est comme ça, c'est un fait. Et nous, dans le tennis, c'est une chance, on n'a que 2 catégories. On a une catégorie quad, donc une catégorie à peu près 80 joueurs. C'est des sportifs qui ont des atteintes aux membres inférieurs et supérieurs. Quad, c'est la contraction de quadraplégique, qui veut dire tétraplégique en français. Donc c'est des gens qui sont par exemple tétraplégiques incomplets, bien sûr, pour pouvoir jouer au tennis. Des gens qui auraient des amputations au niveau des bras. Des gens qui auraient des paralysies partielles au niveau des jambes et des bras. Et sinon, il y a une catégorie open dans laquelle moi je suis, qui est la catégorie où il y a des milliers de joueurs dans le monde entier, où là, il y a toute personne ayant une atteinte au membre inférieur. Donc ça va de quelqu'un qui est paraplégique, comme moi, voire même touché beaucoup plus haut, à quelqu'un qui a amputé une jambe, comme Stéphane, ou des 2 jambes, comme Nicolas Pfeiffer, qui est en équipe de France, Frédéric Caténéo. Ça peut aller à quelqu'un qui par exemple a une maladie, quelqu'un qui a une prothèse de hanche, qui ne peut plus courir, mais qui marchera peut-être comme toi, mais qui simplement ne peut plus courir. Voilà, l'idée c'est que pour être joueur de tennis en fauteuil, il faut ne plus pouvoir courir. C'est ça. Donc il y a des grosses différences évidemment entre quelqu'un qui est paraplégique, quelqu'un qui est amputé, quelqu'un qui a juste un petit problème de cheville, quelqu'un qui a un problème permanent de genou. Mais sur le terrain, ça joue pas. Bah si, ça joue. Ça joue sur le terrain, c'est-à-dire que quelqu'un qui va pouvoir avoir un appui sur sa petite palette là où on pose les pieds, ça va être un avantage au service. C'est-à-dire que quand tu vas arriver et que tu vas pouvoir mettre tout ton appui vers l'avant, ça va t'aider. Quand tu vas te pencher en avant comme ça, si tu n'as pas d'abdominaux, c'est-à-dire que si tu es paralysé jusque-là, que tu n'as pas d'abdominaux pour te remettre, il faut que tu appuies sur le fauteuil pour te remettre droit. Quand tu as des abdominaux, moi j'ai des abdominaux, je me remets comme ça d'un coup. Donc il y a des vraies différences. Mais en même temps, au tennis valide, là, aujourd'hui ou demain, tu as une demi-finale de Djokovic contre Isner. Isner, il fait plus de 2 mètres, quasiment 2 mètres 10. C'est loin d'être le meilleur joueur de tennis du circuit. Il a été top 10. Simplement, étant aussi grand, il peut servir à 230, 240 km/h et il fait la différence avec son service. Nous, il y a des joueurs qui vont être plus performants sur tel ou tel coup. Et en même temps, l'avantage, c'est que le tennis en fauteuil, on est quand même tous dans un fauteuil et que la mobilité joue un rôle important. Donc c'est pour ça qu'on voit que même ceux qui ont un avantage en fonction de leur handicap, sera compensé par exemple avec du travail. Moi, je fais partie de ceux qui des plus rapides sur un fauteuil, des 2-3 plus rapides du circuit. Donc c'est sûr que ça aide et ça compense le fait que moi, je ne serai pas celui qui est le moins handicapé. Mais nous, on veut sortir de ça. Quand je dis nous, la plupart des joueurs de tennis, on veut sortir de ça. On veut que ce soit un sport qui soit accessible à tout type de handicap, mélangé. Et s'il y en a un qui est plus fort parce qu'il a un handicap plus léger, tant mieux pour lui. Mais en même temps, c'est pas très grave. Je veux dire, nous, notre objectif, c'est d'être le meilleur possible en fonction de nos capacités. Et puis voilà. Tu as commencé le tennis vers 5-6 ans, c'est ça? C'est ça. Et on a des images, regarde, on va les commenter ensemble. Des images de toi, à 5-6 ans. De moi petit? Ouais. Tu t'en souviens ou pas? Oh la vache. On commente ensemble, vas-y. Jean-Claude Gelé, mon premier entraîneur, c'est à Montauroux, dans le sud de la France. C'est là où mes grands-parents ont une maison. Et là... T'avais 5 ans? Là, j'ai 5 ans. C'est mes premières balles à 5 ans. Et à 6 ans, c'est mes premières fois que j'intègre mon club au TC12 à Paris, dans le 12e. Là, j'ai déjà un revers à une main. Ce qui m'a aidé d'ailleurs, parce que tennis en fauteuil, on fait des revers à une main, pas à 2 mains. Non, ces images-là, je les ai jamais revues. J'ai revu des images. Voilà, ça, j'ai vu un peu. Oh là là. Ça, j'avais revu il y a une quinzaine d'années, des tournois de... Alors ça, voilà, ça, c'est mon premier club. C'est le TC12 sur le cours numéro 1. T'aimais ça vraiment? Moi, j'adorais ça. T'étais fan de... Quand t'allais aux entraînements, t'étais fan ou alors t'en faisais parce non, que... j'adorais ça. Quand j'étais gamin, j'adorais ça. Ah, c'est ça, celui-là, je me souviens. Ça, c'est les championnats de Paris de mini-tennis. Là, j'ai 7 ans et je deviens champion de Paris. Tu vois, toujours la langue pendue quand je joue.
T'as été J'étais champion de Paris, champion de Paris de mini-tennis. Voilà, c'est mon premier titre. Ah, c'est génial, c'est génial. Tu peux pas taper fort, tu vois, même à cet âge-là, le service, tu vois, on part très vite et on va tout doucement après parce que le terrain est tout petit. Alors, c'est génial. Et là, il jouait, il s'était cassé le bras, Camille Mazier, je crois qu'il s'appelait, et il s'était pété le bras juste avant. Tu vas chercher ta petite... Jean-Claude Marchand, qui était le CTR de l'époque. Ta petite coupe? Ouais, bah, je l'ai toujours, c'est ma mère qui l'a, celle qui garde tous mes trophées. Elle a tout depuis que j'ai... celui-là? Celui-là, là, bah, celui-là, c'est le premier, c'est peut-être le plus beau. Et là, et puis ces images-là, avec ce coach-là. Là, et puis je reconnais bien, là, derrière, ils ont fait un cinéma depuis. C'est le village où j'ai passé toute mon enfance, en fait. Et où j'ai appris à jouer au tennis, où mon grand frère a appris à jouer, mon petit frère aussi. T'as joué parce que ton grand frère Non, parce que mes grands-parents avaient une maison là-bas, ont une maison là-bas. D'accord. Et donc on allait là-bas en vacances et on est allé jouer. Mais comment t'en es venu au tennis? Mes parents jouaient au tennis, ils jouent toujours d'ailleurs, quoi. De temps en temps avec nous quand on daigne taper la balle avec eux. Mais mes parents jouaient au tennis, ils aimaient bien ça, ils nous ont fait essayer, on a bien aimé. Moi j'ai vraiment bien aimé, bien accroché, mon petit frère aussi. Mon grand frère a été dégoûté un peu plus tôt que nous, peut-être parce qu'il était moins fort que nous aussi. Mon petit frère, lui, s'entraînait avec Gaël, mon fils, ils sont de la même année, ils sont très potes. Et donc ils ont joué ensemble jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Après, mon petit frère en a eu marre. Il est arrivé un jour à un tournoi, il a fait qu'est-ce que je fous ici? Et puis il n'a jamais refait un tournoi de sa vie. Toi, comme tu gagnais Bah moi, je gagnais un peu plus qu'à cette époque-là. Puis en fait, je crois que j'aimais ça. Et puis après mon accident, j'en ai fait mon métier. Donc, pas que j'aime plus ça aujourd'hui qu'à l'époque. Mais justement, tu as joué donc jusqu'à 18 ans au tennis. Après, tu vas avoir ton accident, on y reviendra plus tard. Mais est-ce que, en tout cas, quand tu arrives jusqu'à 18 ans, est-ce que tu t'imagines plus tard professionnel quoi, en tennis? Non. Joueur pro? Quand je suis champion de mini-tennis, champion de Paris de mini-tennis à l'âge de 7 ans, oui, comme tout gamin, tu te dis, bah, je suis le meilleur de Paris, bon, c'est du mini-tennis. Hein. Tu te dis, ouais, est-ce que tu vas être champion? Ouais, j'ai envie d'être champion. Est-ce que tu crois? Oui, tu y crois à cet âge-là. Puis jusqu'à 10-11 ans, tu y crois. Tu es dans les 10 premiers Français de ta catégorie d'âge, donc tu y crois. Puis 11 ans, 12 ans, tu vois que les mecs commencent à passer 1 ou 2 classements de plus que toi, 3 ou 4, puis que toi, tu as une petite blessure, et puis que toi, tu te disperses un peu, c'est l'adolescence, il y a d'autres trucs. Moi, je le sais depuis l'âge de 12 ans que je ne serai pas champion, je le sais, et j'ai continué parce que j'aimais ça. Donc je savais que je ne serais pas champion, pas parce que je ne voulais pas. Hein. Personne ne veut pas être champion, quoi. C'est assez rare. Oui. J'étais conscient que je n'avais pas le niveau, le potentiel pour être champion. Mais tu avais un classement déjà, tu étais classé? Moi, j'étais seconde série, j'étais 5-6 à l'âge de 18 ans. Au mieux, je serais monté à un 6-0, c'est-à-dire négatif, mais c'est loin d'être professionnel, quoi. Donc j'aurais eu un bon niveau, mais jamais un niveau jamais de quoi en vivre en tout cas, jamais de quoi arrêter mes études et faire que ça, quoi. Mais justement à l'époque tu faisais quoi? Tu faisais des études, tu faisais d'autres sports, tu étais attiré par d'autres choses? Moi j'ai eu mon bac à 18 ans, j'ai commencé des études de langue étrangère appliquée, anglais-espagnol. J'étais à la fac de Créteil, donc je m'entraînais 4 fois par semaine, mais parce que j'aimais ça, pas pour être champion. Et j'étudiais. Et puis tu parlais de mon accident tout à l'heure, je suis parti en vacances au ski comme chaque année, puisque c'est mon sport préféré avant même le tennis, où j'ai appris à skier quand j'avais à peine 2 ans, comme mes premières photos de moi quand je skie, je dois avoir 2-3 ans. Et donc on est parti au ski comme d'habitude. Donc là, ça faisait 6 mois que j'étais à la fac, je venais de valider mon premier semestre. Et c'est là où j'ai eu mon accident de ski qui m'a rendu paraplégique et qui a fait que, vraiment par hasard, quelques mois plus tard, j'ai découvert le tennis en fauteuil. Tu te diriges vers le tennis en fauteuil et je crois 8 mois plus tard, tu es champion de France? En fait, j'ai mon accident, alors rapidement, j'ai mon accident le 7 février 2000. Accident très con, comme souvent les accidents. Je suis avec mes 2 frères, mon cousin et ami d'enfance de mon frère. On skie l'après-midi, nos parents nous attendent après pour aller au cinéma, il faisait pas très beau. On décide d'aller dans un parc de surf faire des sauts. On fait des petits sauts chacun autour et puis avec le pote de mon frère, on se défie. Mon grand frère nous organise le dernier saut, décide de se mettre en juge, nous attend à la fin du saut. Mon pote part, il fait premier saut, il freine un peu, deuxième saut, il freine, puis troisième saut. Et sauf qu'il a freiné entre chaque saut, c'est des big airs, c'est des sauts qui montent à la verticale, mais qui sont faits pour les surfeurs. Mais moi, je n'étais pas surfeur, j'étais skieur, donc 2 skis. Et donc là, moi, je pars, premier saut, je monte assez haut, deuxième saut, je manque déjà de me péter la gueule. Et au lieu de freiner comme n'importe qui de censé le ferait, moi, je ne freine pas. Et à ce moment-là, je serre les dents, je me fais violence pour le battre. Je me dis, c'est aujourd'hui, il m'a toujours battu, il a 3 ans de plus que moi, c'est lui qui skie mieux, mais aujourd'hui, je vais les défoncer, c'est moi qui vais. Et puis, effectivement, je l'ai défoncé, dans le sens où c'est moi qui suis monté le plus haut, un saut de 7-8 mètres, je pars complètement en arrière. Et moi, le dernier souvenir que j'ai de ce saut, c'est que, en fait, c'est un mur blanc. Comme quelque chose, comme un train qui te rentre dans le ventre. Tu sais, à la vitesse à laquelle je suis arrivé, le fait de remonter à la verticale, ça m'a pris. Et en fait, je me souviens de rien d'autre. Je pense avoir perdu connaissance à ce moment-là. Comme si je savais que c'était mort, que jamais je m'en sortirais d'un saut comme ça.
Et en fait, en l'air, j'étais, ce que m'ont raconté mes frères notamment, ils m'ont vu, une espèce de pantin désarticulé, et ils sentaient que mon grand frère commençait à courir avant même que j'atterrisse. Ils voyaient en l'air que c'était foutu, que j'allais me planter. Et donc là, ils sont arrivés. Là, ce que je raconte, moi, je m'en souviens pas, c'est eux qui m'ont dit. J'étais la tête dans la neige, je bougeais pas. Donc là, eux, peut-être influencés par la série Urgence à l'époque, creuse dans la neige pour pas me bouger. Là, je me redresse un peu, je commence, je saignais un peu, je m'étais ouvert le crâne. Et en fait, là, je commence à me plaindre de mon dos. Je suis laissez-moi, j'ai mal au dos, je vais me mettre debout et tout. Et en fait, impossible de me lever parce qu'à ce moment-là, je m'étais déjà cassé la colonne vertébrale, mais je m'étais aussi pété les deux jambes. Je m'étais fait 2 fractures, ce qui fait que j'avais les cuisses qui avaient doublé de volume, mais je ne sentais pas mes cuisses. À ce moment-là, il y a eu appuyé sur mes jambes pour voir ce que j'avais. Puis là, il y a les secours qui arrivent, le centre médical d'Avoriaz, et puis après, mes parents, mon oncle et ma tante qui étaient là, qui sont venus. Là, je pars en ambulance à l'hôpital de Genève, et puis je suis opéré toute la nuit. On m'opère des 2 jambes et de la colonne vertébrale, et là, le diagnostic, paraplégique. Donc à ce moment-là, moi, je sais pas, pendant 4 jours, je suis en soins intensifs à l'hôpital de Genève. On me rapatrie en France 4 jours plus tard, là, 1 mois à l'hôpital, où là, je découvre ce que c'est d'être paralysé. Je pose plein de questions. Pas forcément toutes les réponses que j'attends. Mais tu vas très vite arriver au sport et assez surtout vite. au tennis. Assez vite. En fait, en mars, je vais à Coubert en centre d'éducation. Et je crois qu'en avril ou mai, je demande au prof de sport si je peux faire quelques balles en fauteuil, sachant que je ne connaissais pas du tout le tennis en fauteuil. Je ne savais pas que ça existait. Et il me fait ah ouais, pas de problème, tu sais même que c'est un sport paralympique, tu joues avant. Donc le mec, voilà, très intéressé. 2 jours plus tard, le directeur technique national en fauteuil, du tennis en fauteuil s'amène, comme par hasard. Oui, j'ai appris que j'étais ancien joueur, en plus, il ne m'a pas dit, mais j'avais un bon handicap, entre guillemets, c'est-à-dire un handicap pas trop lourd pour jouer au tennis en fauteuil. Et là, mois de juillet 2000, je vois la Coupe du Monde par équipe, Australie-Hollande, la finale. C'était à Paris, je vais les voir. Et là, j'étais avec mon père et mes frères, et de manière un peu prétentieuse, à la fin, je fais « Oui, ces mecs, un jour, je les battrai ». Je commence le tennis en fauteuil officiellement en novembre 2000. Janvier 2001, je deviens champion de France, première série. Et en 2005, je deviens numéro 1 mondial, et c'est l'année où je bats le dernier des 4 que j'avais dit que je battrais un jour. Donc j'ai atteint cet objectif-là en 5 ans. Mais c'est incroyable, tu as eu une ascension fulgurante. Ouais, c'est... En fait, c'est le fait d'être ancien joueur de tennis. Ça m'a clairement aidé. J'avais une bonne technique, donc l'adaptation s'est faite assez rapidement. La façon dont moi j'ai géré mon accident, c'est la même façon dont j'ai géré le fauteuil. C'est-à-dire que j'ai vu ça comme un nouveau challenge, de manière assez optimiste. J'ai pas vu le fauteuil comme une espèce de gros tas de ferraille qui va m'handicaper. J'ai vu ça comme un moyen plutôt d'être autonome, d'être libre, de moyen de transport. Et donc ça s'est retranscrit sur le terrain. Ça s'est vu, c'est-à-dire que le fauteuil, moi très rapidement, j'ai voulu être rapide dessus. Donc pour ça, j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'étais un des premiers, voire le premier au monde à faire de la prépa physique. En tennis handisport, il y a 15 ans, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas de prépa physique. Donc moi j'étais un des premiers à le faire. On l'a dit, une ascension fulgurante, et puis tu deviens joueur professionnel. Aujourd'hui, tu es un joueur professionnel, et on t'a suivi sur une journée d'entraînement, et ça commence avec une séance de tennis. Ok, voyons ça. Mais à chaque fois un peu de vitesse, chaque fois. Dans ta main. Voilà, tu fais la même chose à revers. Il est venu nous chercher, oui, effectivement, pour jouer le titre, la médaille à Rio, voilà, pour les Jeux Olympiques. À toi. Ouais. Elle fait leur vainqueur. Fais-le en vainqueur. Non. Super. Oh là là. J'ai adoré l'avant-dernier. Tu as lancé dernier, enfin le point d'avant. Il arrive à récupérer des situations assez compliquées grâce à ces deux qualités, c'est-à-dire un gros physique pour ce qui est du fauteuil et l'envie de s'arracher, enfin de ne pas lâcher le morceau. C'est des grosses qualités physiques. Vous voulez savoir les défauts? Ouais. Problème psychologique. Au moment de finir des matchs, quand il est en train de dominer l'adversaire, il faut terminer, et là il y a encore un vrai souci. Voilà.
Le bas qui blesse, c'est pas tant le service, tu fais les allers-retours, tu corriges comme ça. C'est ces 5 coups droits neutres où tu hésites et tu fais. C'est ça qui m'a gêné. Donc c'est ce qu'on va essayer de corriger à la prochaine séance. On va faire de toi une machine de guerre, quoi, comme dit Cédric Moisson. Que tu rentres, on enlève toutes les neurones et ça, je sais pas faire. Bim. Moi, je suis l'intellectuel du tennis français. Je sais bien que moi, je te laisse faire 2 étoiles, 2 paniers, 2 étoiles, 2 paniers. Allez, bon week-end à toi. Oh putain. 3, 2, 1, stop, c'est parti. Bravo, vraiment. Très très belle séance physique. C'est épuisant. C'est bon là? Je te dis sincèrement, j'ai été impressionnée. Ça fait des années que je te connais, mais je t'avais jamais vu à l'entraînement. Et là, j'étais vraiment impressionnée. On a fait un condensé pour t'impressionner justement. C'est jamais. Là, mais là c'est après. C'est pas toujours aussi intense, mais normalement tu as séance tennis le matin et physique l'après-midi ou l'inverse ou vice versa. Mais là le truc c'est que on faisait une séance spécifique de PMA sur le terrain. Donc en fait où on mixe tennis et prépa physique et c'est les pires séances. Mais c'est celles qui font que quand tu es en tournoi, en fin de parcours, en finale, au 3e set, t'as la caisse et t'es encore prêt et affûté pour aller te bagarrer sur chaque point, quoi. Mais moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la manipulation du fauteuil, les virages, les dérapages, et tout ça avec la raquette. Ben c'est ça en fait la difficulté du tennis en fauteuil. C'est alors ok, taper dans une balle quand tu es assis dans un fauteuil, c'est pas évident. Il n'y a pas de petit pas d'ajustement, il n'y a pas de petit saut. On peut pas tricher quand la balle est sur toi. Tu peux pas d'un coup te décaler. Tu fais corps avec le fauteuil. Mais c'est tout ce travail de mobilité. Et ce travail de mobilité, une raquette en main, il est extrêmement complexe. Déjà faire du fauteuil de ville, fauteuil classique, c'est un certain temps d'apprentissage. Mais après un fauteuil de sport, donc avec les roues inclinées sur mesure, où on est complètement attaché pour faire corps avec le fauteuil, avec la raquette dans la main. On voit sur les images, la raquette elle est entre ma main et les mains courantes. Mais justement, la raquette déjà, c'est une raquette normale. Pareil, en fait, par rapport au tennis valide, ça peut servir de connaître cette différence. On n'a qu'une seule règle qui diffère, c'est qu'on a le droit à 2 rebonds. Même raquette, même balle, même scoring, même taille de terrain, même taille de hauteur de filet, tout pareil. Simplement, on a le droit à 2 rebonds, sachant que le premier rebond doit être dans les limites du terrain. Donc, on n'est pas obligé de jouer à 2 rebonds. On joue, nous, là on voit, là je fais une volée, on peut jouer la balle à la volée. Mais c'est que ça a permis dans le développement du tennis en fauteuil, il faut savoir qu'à l'époque, il y a 30 ans, quand ça a commencé, les fauteuils ils faisaient 30 kg. Donc si avec un rebond, c'était impossible. Aujourd'hui, on pourrait, à mon avis, se diriger vers ça. Il y aurait moins d'échanges, mais le top 10 mondial, homme notamment, joue 80% au premier rebond, notamment en jeu d'attaque, quoi. Mais c'est ce qui fait qu'on peut jouer dans n'importe quel club, avec n'importe qui. On voit là mon sparring partner, Hugo, Oui, là, justement. il est valide. Moi, je joue quasiment qu'avec des valides. De temps en temps, je fais des entraînements avec des gars en fauteuil, quoi. Mais on peut se poser la question, justement, pourquoi tu fais avec un valide quelque part, j'ai envie de me dire, ça va être trop dur pour toi. En fait, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est des mecs qui sont plus forts que moi. C'est des mecs qui ont le niveau que j'avais moi debout. Et donc, à titre de comparaison, moi j'étais seconde série, valide. Contre moi aujourd'hui, je gagnais à l'époque facilement. Maintenant, nous en fauteuil, on joue niveau 15-4, 15-3 pour les meilleurs d'entre nous.
pour ceux qui connaissent les classements de tennis. Mais là, Hugo, il est 15, il joue niveau 4-6, je ne gagne pas un jeu contre lui. Simplement, c'est que c'est un sport, c'est un autre sport. Maintenant, tu mets Hugo dans un fauteuil, il ne met pas un point contre moi. Tu mets Federer dans un fauteuil, il ne met pas un jeu contre moi. Alors après, s'il s'entraîne, c'est une autre paire de manches. Mais voilà, moi j'ai déjà joué avec Gaël, mon fils notamment. Je l'ai mis dans un fauteuil il y a quelques années à Roland-Garros. On avait joué, lui était debout, moi assis, on faisait des cons. Puis à un moment, je suis d'accord, c'est comme ça que tu veux te la raconter devant tout le monde, mets-toi dans le fauteuil. Il y avait un autre fauteuil, je l'ai mis dedans, et là, il ne pouvait même pas jouer dans les carrés de service. La balle, il ne pouvait pas la jouer, il était comme ça, là, en train de jouer comme ça, il ne savait plus faire un coup. Et voilà. Le désavantage, c'est qu'il est dur de reproduire exactement le même type de balle, parce qu'au service, la balle, elle vient de beaucoup plus haut, qu'ils ont tendance à devoir ralentir quand ils courent vers la balle, parce qu'ils vont plus vite en courant que nous. Et tu pars pas à l'étranger pour faire justement pour avoir des partenaires Non, en fait, nous, on a un emploi du temps vachement chargé. On a plus de 20 tournois par an. Il y a 180 tournois dans le monde entier. Et nous, on fait une vingtaine de tournois, tout compris avec les championnats de France individuels par équipe, Coupe du Monde par équipe et tout, plus tous les tournois individuels. Ça fait à peu près 25 semaines de tournois. Okay. Tu rajoutes à ça les jours où tu viens, où tu voyages avant, puis après, plus les vacances. Tu passes largement plus de la moitié de l'année à l'étranger. Là, on a vu une séance de tennis. Et après la séance de tennis, l'après-midi, tu avais une séance de préparation physique et notamment de cardio surtout. Ouais. Là, j'ai une séance de PMA sur winch, plus communément appelé ergocycle ou vélo à bras. Voilà, mon meilleur ami en salle de muscu. Malgré le fait que ce soit extrêmement dur, que là j'ai envie de gerber, que j'ai un énorme point de côté et que j'ai les bras tétanisés, je sais tout ce que ça m'apporte cette machine sur le terrain, en endurance, en vitesse, en perte de poids, en explosivité, tout. Donc voilà, t'es comme un con là à faire droite-gauche avec tes bras, regarder un écran avec les détails de tes watts, de ta puissance, de tes calories que tu brûles. Autant je suis pas le meilleur raquette en main, il y a des joueurs qui sont meilleurs que moi. Autant physiquement et dans l'investissement que je mets dans ma prépa physique, il y en a peut-être un ou deux qui s'investissent autant que moi. Donc je sais qu'à ce niveau-là, ça paiera toujours. Allez, gros. Quel baltringue. Là, on sent que tu t'es mis minable, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est les pires séances, les séances de PMA. Là, ça dure à peu près 45 minutes. C'est des blocs où tu fais 2 minutes à 100%, voire 110% de ta PMA, puis tu as une minute de pause, et après tu as des blocs de 8 minutes de suite. C'est très dur, mais en même temps c'est nécessaire. C'est-à-dire que nous, pour faire du travail de cardio, travail d'endurance ou même de résistance, on ne peut pas courir.
Donc on ne peut pas faire de vélo, donc c'est vachement limitant. Il y a la natation, dans la natation, moi avec mes problèmes d'épaule, impossible de faire ça. Et on ne peut pas monter aussi haut, ça c'est des séances où je peux monter à 190 pulsations minute. C'est des séances qu'on peut calibrer de manière très pointue, puisqu'on a fait des tests. Moi j'ai fait des tests pour savoir justement quelle était ma PMA, donc pour après adapter. Et puis ce que je dis là dans le reportage, c'est tout ce que ça m'apporte. Parce que c'est physiquement, ça m'apporte évidemment beaucoup. Quand il faut mouliner, comme on voit là sur les images, mouliner sur le fauteuil pendant des heures et des heures, quand tu pars 3 semaines de tournoi, tu joues tous les jours, que tu en es à 5-4 au 3e set, il fait 40 degrés en Australie et que toi tu sais que tu as été sur cette machine pendant tout l'hiver, que tu as bossé dessus, que tu as été capable d'aller taquiner tes limites, quoi, voire même des fois aller au-delà. Quand je dis au-delà, on va jamais au-delà de ses limites, mais d'aller repousser. Voilà, d'essayer de les repousser un peu. Moi j'ai des séances comme ça, mais j'arrivais de gerber à la fin de séances comme ça, vraiment, alors que j'avais pas trop mangé. Vraiment, c'est parce que je me mettais dans un état où les gens ne se mettent pas. Personne, c'est un peu con de se mettre dans ces états-là si tu n'as pas une vraie raison de le faire. Et justement ces séances-là, tu les fais à l'INSEP, toi, parce que tu es à l'INSEP maintenant. Moi, je suis à l'INSEP, ça fait 3 ans que je suis à l'INSEP. En fait, j'étais au Racing entre 2005 et 2010, à l'époque de la création du Team Lagardère, donc à Jean-Bouin, puis à la Croix-Catlan. Quand le Team Lagardère s'est autodissous en 2010, moi j'ai eu une année un petit peu d'errance, 6 mois d'errance, et puis j'ai eu la chance d'intégrer l'INSEP. Et moi, l'INSEP, à l'origine, je suis du 12e. Moi, je suis de Paul Valéry, lycée Paul Valéry, de Vincennes. C'est ici que je suis né, que j'ai passé ma vie. Donc, puis l'INSEP, pour moi, c'est vraiment le temple du sport français. C'est pas qu'un mot, moi, m'entraîner ici. Je peux m'entraîner à Roland-Garros, j'y ai accès, je suis prioritaire à Roland-Garros. Mais je viens ici. C'est ici que pour moi, ça a un sens. Là, quand je suis à la salle, il y a 80% des sportifs de l'INSEP sont amateurs. Ils ne gagnent pas leur vie grâce à leur sport. Le sport professionnel qu'on voit à la télé, c'est les tennisman valides, c'est les footballeurs et c'est quelques privilégiés de quelques sports qui sont essentiellement amateurs. Quand on pense au judo, aujourd'hui, celui qui gagne sa vie, c'était Eddie Rainer, mais parce que c'est devenu une star. Mais sinon, quand on est champion du monde de judo, dans toutes les autres catégories, on ne gagne pas sa vie. La vérité, c'est qu'on est obligé d'avoir des contrats voilà, avec l'armée, par exemple. Moi, je suis salarié du ministère de la Défense, où je suis détaché pour ça. On est obligé d'avoir des revenus complémentaires à notre activité sportive de haut niveau. Et pour moi, intégrer l'INSEP, c'est me confronter au quotidien à ces sportifs-là qui partagent le même quotidien que moi. C'est des mecs et des filles qui sont là pour aller chercher des médailles avec comme contrepartie pas des centaines de milliers d'euros et des contrats en millions. C'est vraiment, même si moi je gagne ma vie et que je fais partie des privilégiés. Donc toi, c'est ça, en fait, tu es un privilégié, mais de t'entraîner à l'INSEP avec ces sports-là, ça te remet un petit peu ce goût de... Oui, le goût de l'effort. En fait, le goût de l'effort et la réalité de ce que c'est le quotidien d'un sportif de haut niveau. C'est pas de s'entraîner à Roland-Garros et de voyager toute l'année en première classe. Alors, je caricature un peu, là je te parle des premiers Français, mais le fait est qu'ici, quand moi je vois la salle de muscu que je m'entraîne là, au bâtiment d'Oriola, c'est la salle des lutteurs. Les lutteurs, ils ouvrent leurs portes, ils sont là. Les lutteurs, il n'y en a pas un là, qui est là, qui gagne sa vie, de son sport. Il y en a qui se débrouillent avec leur club, avec tel ou tel sponsor, mais ce n'est pas des gars qui roulent sur l'or. Et quand je vois la difficulté de l'entraînement, quand je vois nous ce qu'on s'inflige, mais ce que s'infligent des lutteurs, notamment les sports de combat, parce que ton outil de travail, c'est uniquement ton corps. Nous, on a le fauteuil pour se déplacer, on a une raquette, on a un adversaire qui est loin de nous, on a une balle de tennis, on a des effets. C'est très technique, c'est très dur, on le voit sur les entraînements. Mais quand ton outil de travail, c'est uniquement ton corps, moi je vois les entraînements qui se foutent dans la gueule. Moi je vois, c'est militaire. Les entraîneurs, je les adore, je ne connais pas leur nom. Le mec qui est au sifflet, l'autre qui parle. Alors, si t'as encore le sourire au coin de ta gueule, c'est que t'as pas tout donné. Il parle, tu vois sûrement de qui je parle. Et je les trouve, moi, quand je suis là, je me mets dedans, je me mets dedans et je trouve ça génial. Tu inciterais d'autres athlètes à venir s'entraîner ici alors? Mais tous, c'est-à-dire que si tu as la chance de venir t'entraîner, de pouvoir accéder à l'INSEP, viens, vraiment. C'est-à-dire que ce soit le médical, que ce soit les structures sportives, structures de prépa physique, les salles de muscu, les salles spécifiques, l'ambiance. Il y a une vraie famille, c'est-à-dire que l'INSEP, c'est pas uniquement chacun dans son pôle et tout, il y a une vraie communion, quoi. Alors tu le vois, nous quand on se retrouve tous à la cafette et tout, t'as pas les tennisman là, être comme ça. Et puis t'as des jeunes, t'as des vieux, t'as des anciens, parce que t'as plein d'anciens qui sont encore à l'INSEP, qui viennent inspirer un peu les jeunes générations. Moi je trouve que c'est un privilège de dingue. Et moi je pense que le jour où j'arrêterai, après le jeu de Rio, d'une manière ou d'une autre, je continuerai à passer à l'INSEP, à essayer d'apporter ma contribution aussi un peu au sport français. Et dans les installations sportives, tu en as parlé, il y a aussi la balnéo. Oui. Et donc toi, après les séances de tennis et de cardio, tu fais des petits étirements et tu vas en balnéo. Tous les jours. Et on t'a filmé à ce moment-là. Torse-poil, alors, d'accord.
Moi, en fait, j'ai récupéré de la motricité au niveau des membres inférieurs. Donc, j'ai quadriceps, du psoas, de l'adducteur. Donc, quand je joue, tous ces muscles qui se contractent. Donc, quand tu passes 2 heures complètement attaché au niveau des jambes, ça fait du bien quand tu sors du fauteuil de les étirer, de les mobiliser. Donc, j'étire, moi, après chaque entraînement, notamment le psoas. Psoas que tu connais très bien, qui vient s'insérer au niveau des abdominaux, qui vient terminer sa course au niveau à peu près par ici. Donc non, c'est un muscle moi qui est vachement sollicité et qui me fait mal. Donc il faut absolument l'étirer. Je ne peux pas le muscler plus que ce que je fais dans la vie de tous les jours, mais il faut mobiliser et étirer ces muscles-là. Après c'est plus important le haut du corps, je travaille beaucoup plus les triceps, les pecs, trapèzes, tout ça, mais aussi le bas du corps. Il n'y a que les mollets, je laisse tranquille. Et par contre, j'ai pas de muscle postérieur, c'est-à-dire que j'ai pas de muscle ischio-jambier. Donc tu vois, je suis très souple, tu vois, je peux me mettre comme ça sans que ça vienne me faire mal. Quand je m'étire, je peux m'étirer comme ça. Je me coupe pas les ongles des pieds avec un coupe-ongle. Je vais comme ça. Voilà. J'ai pas de fessier. Et ce qui fait que j'ai pas l'équilibre quand je suis debout. Je peux me mettre debout parce que j'ai assez de force au niveau des quadriceps. Par contre, j'ai pas l'équilibre, donc il faut que je me tienne. J'ai pas besoin de m'accrocher, mais quand je me mets debout, il faut que je me tienne à quelque chose ou à quelqu'un. Un chevalier et sa monture. Michael Knight. Bah les petites balnéos. Bon. Évidemment, une tenue appropriée, une douche avant d'entrer, classique. C'est le rituel. Après une journée d'entraînement, je termine toujours ici et c'est l'avantage d'être à l'INSEP. C'est quand même un des endroits les plus agréables et les plus pros pour travailler en France. C'est la balnéo. Donc ça va être récup, alternance, bain chaud, bain froid. Ce passage-là, c'est ce qui permet d'enchaîner des séances aussi dures qu'aujourd'hui, tous les jours de la semaine, tous les mois, et pendant 10-15 ans. Regarde, madame, elle se plaint pas, elle est à 10 degrés. Hein, enfin, elle ressort. Ouah, dans la tête et un peu dans le corps. Non, j'ai un rapport à mon corps qui a été progressif, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai perdu 20 kg très vite, donc vraiment j'étais incapable de me mouvoir, on me donnait à manger, on me lavait pendant un mois. Et ensuite, tu fais beaucoup de sport et tu reconquiers ton corps. En fait, pour moi, une vraie réussite, c'est quand tu arrives à te kiffer. Et pas dans le sens égocentrique, être regardé à la glace, c'est qu'à un moment, tu vois, quand tu es en centre d'éducation, que ça fait 6 mois que tu es accidenté, que tu as perdu la moitié de la circonférence de tes cuisses, de tes mollets, que tu es un fauteuil roulant, et que tu te remets à nouveau à t'aimer, à t'apprécier. Pour moi, c'est un truc vraiment nécessaire. Après, que tu deviennes un sale con d'égocentrique comme moi, c'est pas nécessaire. Mais pour le coup, c'est important. Dans le sujet, tu parles de aimer son corps, redécouvrir son corps. J'aimerais qu'on aborde un peu ce sujet-là, c'est-à-dire après ton accident, ta reconstruction, le chemin pour te reconstruire. Comment ça se passe ? En fait, tu contrôles pas grand-chose les premières semaines. C'est-à-dire que tu as l'accident, tu es en soins intensifs, on en parlait tout à l'heure. Ensuite, on te rapatrie en France et là, tu vas à l'hôpital. Tu vas pas tout de suite en centre d'éducation, tu vas à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, tu es complètement... moi, j'avais un corset, donc je ne pouvais pas du tout bouger. Tu es alité pendant un mois. On te donne à manger, on te lave les cheveux, on te rase de temps en temps. On te fait ta toilette au lit. Tu vas aux toilettes, quand tu es aux toilettes, tu es dans ton lit. On ne te transfère pas. Donc tout se passe vraiment dans ton lit. C'est tout en même temps. Donc en fait, tu reviens à l'état d'enfant. Tu es un nourrisson. Tu es un nourrisson, mais avec une tête d'adulte, avec un corps quand même d'adulte, avec une vie derrière tout ça. Moi, ça faisait 18 ans que je vivais. Et que je vis toujours d'ailleurs. Et le truc, c'est que à ce moment-là, tu dois accepter. Tu dois accepter que de passer par cette étape-là, tu ne dois pas lutter contre le fait que tu ne peux pas faire telle ou telle chose parce que de toute façon, tu n'en as pas la capacité. Même si intellectuellement, tu dis, mais attends, mais moi, je sais me laver, aidez-moi à ça. Non, tu ne peux pas. Ma première séance de renforcement musculaire dans mon lit d'hôpital, c'était avec des poids de 1 kg. 1 kg, c'est moins que les bouteilles d'eau que tu achètes au supermarché, les grandes, tu vois. Et je ne pouvais pas faire ça avec le poids d'1 kg.
parce que je passais un mois alité. Un mois alité, quand tu ne sers pas de tes muscles, ça fond à une vitesse incroyable. Ce que je disais, c'est que j'ai perdu 20 kilos en quelques semaines. Donc je faisais 60 kilos après mon accident. J'ai perdu 20 kilos. Donc il y a tout un travail de reconstruction physique et psychologique. Alors physique, c'est pas compliqué, hein, c'est renforcement du haut du corps, découverte du fauteuil. Premier jour en fauteuil, pour moi, ça a été incroyable. En même temps, je m'en souviens comme c'était hier, on m'a assis dans le fauteuil, le fait d'être assis à 90 degrés, j'ai la tête qui tournait. D'ailleurs, on m'a pas mis à 90 degrés, j'ai commencé dans un fauteuil qui était incliné comme ça. Et donc j'avais la tête qui tournait un petit peu, quelques minutes, puis après quelques heures, et puis après le fauteuil autonome, tiens. Voilà ton programme, tu as kiné à 9h, tu as muscu à 10h, tu as ping-pong à 11h, tu as natation à midi, voilà. Et en fait, ça a été découverte de ton nouveau corps, parce que tu as un nouveau corps. C'est-à-dire que c'est un corps blessé, un corps handicapé. Découverte de ton nouveau corps. Et le sport, moi, ce qui a été essentiel, c'est que le sport m'a permis de découvrir, ça m'a deux choses, de découvrir les limites de ce nouveau corps. Je les avais découvertes quelques semaines avant, quand j'ai eu mon accident, qu'on ne peut pas, quand on n'est pas champion de freestyle, de faire un saut à 8 mètres. Voilà, donc j'avais taquiné mes limites, mais là, j'avais besoin de découvrir mes limites. Alors, je n'ai pas fait le con à ce point-là, en fauteuil, pour aller le vérifier, mais ça a été de faire du sport, ça a été de faire des challenges, de monter ou descendre telle ou telle rampe, de tel ou tel escalier, de voir ce que je suis capable de faire, ce que mon corps accidenté est capable de faire. Et ce que je raconte quand on est en balnéo, entre guillemets, mettons l'ego de côté, c'est vrai, c'est que psychologiquement, arriver, c'est un accomplissement d'arriver à apprécier et aimer son corps. De manière générale, c'est plutôt une bonne chose dans la vie. Moi, j'encourage tout le monde à s'aimer. Que tu aimes ta tête, ton corps, ton physique, c'est plutôt bien. Après que tu passes ta vie à te regarder dans la glace, c'est un peu, ça sert à rien. Mais en l'occurrence, s'apprécier, c'est quelque chose qui contribue au bonheur, je pense. Parce que de toute façon, tu vas devoir composer avec toi-même toute ta vie. C'est comme ça, c'est une réalité. Mais en l'occurrence, quand tu as été accidenté, que tu as des jambes qui, tu vois, moi j'ai des mollets tout fins, j'ai un cul plat parce que j'ai pas de muscles fessiers et poignets. En soi, arriver à apprécier et aimer ce que tu es devenu, malgré l'accident, malgré l'image que tu peux renvoyer, c'est plutôt une réussite. Et en même temps, je ne fais pas non plus du culturisme pour arriver à avoir tel ou tel corps. Je ne fais pas ça, je fais du sport de niveau et il s'avère qu'on travaille le haut du corps. Et donc, je ne suis pas du tout... Il y a des millions de gens qui sont bien mieux foutus que moi, la question ne se pose pas là, mais c'est d'avoir réussi à faire ça. Et donc, la reconstruction, pour moi, elle est passée par là. Aussi, de s'apprécier à nouveau et d'être... Et ce que je disais, c'est que la deuxième chose que m'a apporté le sport et cette reconstruction-là, c'est au niveau de mon autonomie. C'est que si tu es capable de rouler, je ne sais pas combien de kilomètres sur un terrain de tennis, de faire des séances comme ça, tu n'as pas peur de sortir de chez toi, d'aller te balader quand tu as une avenue comme ça ou d'avoir 2-3 marches par-ci par-là. Finalement, la société qui est assez inaccessible, assez hostile aux gens en fauteuil roulant, elle devient moins hostile pour les sportifs de niveau, parce que nous, on est capable de faire des choses plus intenses, quoi. Mais justement, tu parles de sortir dehors. Quel est le regard des gens quand on sort de l'hôpital, on a commencé la réduc, on se sent un petit peu mieux, on a accepté son corps, le regard des gens après? En fait, le plus dur, c'est presque pas l'accident ou le fait d'être handicapé, c'est justement le regard des gens. Moi, la première fois que je suis sorti du centre d'éducation, en fait, j'avais des permes, comme en prison. En fait, c'est une prison dorée, le centre. Le lundi matin, tu commences tes séances, on te réveille, tu as un couvre-feu parce que de toute façon, tu ne peux pas te coucher quand tu veux parce que tu as besoin d'aide au début du staff médical. Donc à 10h maximum, tu es au lit, voire à 9h dans la chambre. Les repas, ils sont à la cafette, à des heures fixes, tu dois aller pointer à tel ou tel truc. C'est une prison dorée, mais tu as des permes le week-end. Et moi, pendant les premières semaines, le week-end, je rentrais à la maison de campagne de mes parents. Vu que c'était à la campagne le week-end, je les rejoignais là-bas. Et puis un jour, je suis rentré, on était à Paris le week-end, et mon grand frère, je sais pas, le samedi, c'est depuis vendredi soir que j'étais là, il me fait: écoute, on sort jamais, viens, on va se balader dans le quartier, juste en bas de la maison, tranquille. Je ne voulais pas, il insiste un peu, on y va. Là, je me laisse pousser, tranquille. Et on descend le boulevard, en bas de chez mes parents, et puis il y a une dame, une quarantaine d'années, qui me regarde. Et elle me dévisage, mais vraiment, elle me dévisage. Elle monte la rue, moi je descends, et elle me regarde comme ça, elle continue à me regarder, quoi. Je me mets dans ce sens-là. Elle continue à me regarder comme ça. Et elle me regarde du haut de l'épaule, avec un regard rempli de toute la tristesse, toute la misère du monde. Un mélange de pitié, de compassion, un truc qui est, à ce moment-là, pour moi, ultra violent. Là, je bloque les roues de mon fauteuil, mon frère qui ne comprend pas trop parce qu'il n'est pas vu. Et là, je me dirige vers elle, je lui attrape le bras, je serre fort, j'étais vraiment énervé qu'on me regarde comme ça. Il n'y a pas de raison. Moi, à ce moment-là, je suis en train de reconstruire ma vie, j'ai pas envie qu'on me regarde comme ça. Qu'est-ce que vous faites là chez moi, Je fais: pourquoi me regarder comme ça? Je ne suis pas un animal. Et je l'ai vraiment mal vécu. Je trouvais que ce regard, il était violent. Il était violent. En même temps, c'était il y a 15 ans maintenant. Je venais d'avoir mon accident, donc je n'étais pas aussi bien dans mes baskets que je le suis aujourd'hui. Je pense qu'encore aujourd'hui, les gens parfois me regardent comme ça. En même temps, c'est pas ce qui ressort tout le temps. Il y a des gens qui me voient des fois avec le sourire, des gens qui ne me voient pas, des gens qui trouvent ça banal, un mec en fauteuil dans la rue. Mais ça reste rare. Le sentiment encore, j'ai l'impression majoritaire, du fait qu'on voit peu les personnes handicapées dans la société, c'est ce sentiment un peu de pitié, de compassion, de peur.
Effet miroir un peu. Ah, mais moi, je pourrais pas, comment il fait, ça doit être horrible. Voilà, ce genre de choses. Tu l'as évoqué ça dans ton livre, parce que tu as écrit un livre il y a quelques années et tu en parles de ça. Oui, pour moi, mais si tu en parles avec personne handicapée, que ce soit sportive ou pas, c'est un vrai problème. Alors ça l'est plus pour moi aujourd'hui. Genre aujourd'hui, une dame qui me regarde comme ça, soit je m'en fous, soit je fais un peu attention. Je mets un coup de raquette. Je mets un coup de raquette. Non, mais je vais aller la voir, je vais faire écoutez madame, c'est gênant, si vous voulez mon numéro de téléphone, donnez-moi directement. Mais j'essaie de la mettre mal à l'aise autrement. Je vais jouer dessus, mais je vais en aucun cas m'énerver. Après, encore aujourd'hui, je pourrais écrire un livre tous les jours. Tous les jours, j'ai des anecdotes de gens qui ont des attitudes qui pour moi n'ont pas de sens. Là, je rentre de tournoi il y a quelques jours, je prends le taxi. Taxi, j'arrive en bas de chez moi, je dis c'est combien? Il me fait 43 €, je fais très bien, je lui donne ma carte bleue, il fait ah non, je prends pas la carte. Je fais on fait comment monsieur? Il me fait je sais pas, il n'y a pas une banque? Je fais bah il y a un distributeur juste à côté, bah allez-y. On y va, donc je ressors moi-même mon fauteuil, lui il fait rien, il attend, je sors mon fauteuil de la voiture, de son taxi, je vais retirer l'argent, on revient. Et là, je vois 48 € au compteur, il me fait bah je vous le fais à 47. Je fais non, vous avez pas compris, on reste à 43. Là on s'embrouille, je lui mets un coup de pression, finalement il fait allez à 43, c'est bon. Je dis bah bien sûr que c'est bon. Je sors de la voiture. Là, le mec, il sort mes affaires et il me les laisse sur le trottoir, alors que j'habite à 20 mètres. Il laisse sur mon trottoir et il se barre. Et il se barre, le mec. Et le mec, il y a une dame qui habite en bas de l'immeuble qui commence à l'insulter. Le mec est en train de parler, il m'insulte, qu'est-ce que vous faites? Ça va pas. Et à ce moment-là, le mec, alors ok, c'est parce qu'il y avait aussi ce petit différent avant, mais en même temps, ce mec-là, pas une seconde, il se dit, bon, bah ok, peut-être lui filer un coup de main, peut-être mettre ça de côté, parce qu'en l'occurrence, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait, il est déjà en tort. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un exemple, mais les taxis, je peux en parler, le nombre de fois où j'ai été refusé, où des mecs ont voulu me facturer mon fauteuil alors que c'est gratuit, que c'est marqué même à l'intérieur, au dos des reçus des taxis. J'en parle dans mon bouquin, des anecdotes de vie où on est discriminé, alors pas forcément de manière négative, ça peut être le flic qui m'arrête, qui m'arrête à 180 km/h sur l'autoroute, et parce qu'il voit que je suis en fauteuil roulant, finalement... préfère me faire une petite leçon de morale et me laisse repartir sans me verbaliser. Ça va être la fille en boîte qui me voit boire un verre d'alcool et qui va me regarder et qui me fait tu crois que c'est une solution? Première fois que je la connais, je suis en train de boire mon premier verre, j'ai pas une tête d'alcoolo, je suis en train de boire mon verre. Donc dans sa tête, handicapé qui boit de l'alcool, c'est pour noyer son chagrin. Je lui dis c'est pas possible. Je lui dis répète-moi ça. Et ça c'était violent, c'est parti et tout. Mais ça m'a sincèrement tous les jours. Il m'est arrivé l'autre fois, je sors, je fais mes courses, je commence à mettre mes courses dans le coffre, j'avais juste un petit panier, je me mets debout, après, pour mettre mon fauteuil dans le coffre, et là il y a quelqu'un qui arrive, espèce de super-héros qui arrive, il me prend mon fauteuil, il le met dans le coffre, bonne journée, sans me parler, sans rien. Je dis mais il vient d'où celui-là, c'est un jeu. Et donc tu as des fois des gens qui sont extrêmement ingérants, tu as des gens qui sont très avenants, des fois trop, des gens qui sont des fois, qui vont devoir tomber dans la rue, qui vont regarder, tu sens bien vu que tu les as vus, mais qui vont faire demi-tour parce qu'ils sont mal à l'aise, tu as de tout. Mais majoritairement, tu as surtout des gens qui ne sont pas à l'aise parce qu'on n'est pas assez représentés. Je ne parle pas des médias, mais je parle aussi, mais de la vie de tous les jours. Dans la société, on ne nous voit pas assez. Parce que la société n'est pas accessible, parce qu'on n'a pas accès au logement de la même manière, on n'a pas accès à l'emploi de la même manière, on n'a pas accès à la culture, au loisir. Le jour où il y aura plein de mini-mois, ou que ce soit des gens en fauteuil, des gens malvoyants, des gens avec divers handicaps dans la rue, ce sera plus un événement. Il n'y aura plus ces regards-là. Mais sauf que ça reste encore un événement en 2015 de voir des gens handicapés dans la rue, au restaurant, en boîte. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu t'es reconstruit grâce au sport. Ouais. Et on a été à la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Théo Curin. Il fait de la natation et il est au pôle handisport au Krebs de Vichy-Auvergne. Je te propose de regarder le sujet sur Théo. Si j'ai le choix entre faire du sport et aller en cours, je choisis d'aller faire du sport. Moi, le sport, ça m'a aidé à surmonter le handicap. Et moi, quand je suis dans l'eau, j'oublie le handicap. Il n'y a plus de handicap. Enfin, voilà, je fais mon sport et voilà, quoi.
Aujourd'hui, je le vois comme un sportif de haut niveau, au vu des cadences d'entraînement. Donc, il nage quand même matin et soir tous les jours, 5 jours sur 7. Et effectivement, il sacrifie notamment tout ce qui est loisirs à côté pour son sport. Donc pour moi, oui, il est sportif de haut niveau. Quelle chance d'aller à la piscine quand il fait beau. Puis là, vous vous rendez pas compte, hein. Il est 4 km à nager, super. Des fois, on est KO, quoi, mais c'était plus la première année, au début, que c'était dur, l'éloignement avec les parents, puis voir les copains et tout. Et puis voilà, c'est des journées de fou. Donc, ouais, des fois, au début de l'année, l'année dernière, je craquais. Ouais. Des fois, je me disais, oh, c'est pourquoi j'ai voulu venir ici, parce que c'est chaud. Mais bon, après, je me disais, bah, c'est pour ton objectif. Et donc voilà, après, c'était reparti. D'accord. Et hop. Pour faire un nageur, 1 an ou 2 ne suffisent pas. Donc il nous faut un certain temps pour qu'ils prennent ici des réflexes de haut niveau. On n'est pas forcément là pour avoir des médaillés puisqu'ils sont jeunes, hein, mais on est là pour les préparer aux échéances de l'élite quand ils seront seniors pour pouvoir avoir la carrière la plus longue possible dans l'élite handisport. Madame. Le deuxième. Allez, on corrige l'exercice numéro 4. Juste pour l'exposer avec les garçons, en fait, j'ai pas pu apprendre mon paragraphe. Nos jeunes arrivent avec forcément des dossiers médicaux parfois très complexes, donc il faut que le suivi soit organisé par le système et par le corps médical du CREPS, là. Donc c'est assez lourd. Et tout le milieu scolaire avec, s'il faut une assistante de vie scolaire. En dessous, qu'est-ce que c'est, Théo? Mètre, après. Décimètre. Décimètre. Ensuite. Bah, ça se passe bien et là, il y a tous nos potes là et puis ça fait venir pas mal de monde. Bah, bah ouais, comme il y a la caméra, ouais. S'il est bien aujourd'hui comme ça dans sa tête, dans son corps, c'est grâce au sport, aux rencontres qu'il a faites également. Mais le sport l'a aidé à avancer, c'est sûr. Ce gamin qui a eu une maladie grave, un handicap lourd, un quadruple amputé, c'est un handicap très lourd au quotidien, que ce soit par rapport au regard des gens, le regard sur soi-même, l'autonomie. Finalement, encore une fois, ne pas être capable de faire certains gestes du quotidien assez banals que n'importe qui peut faire, mais par contre être capable d'aller chercher une médaille. C'est toujours ça aussi qui est intéressant dans le sport de haut niveau, dans le handisport de haut niveau, c'est de voir que des fois des petits gestes du quotidien dérisoires pour le commun des mortels qu'on n'arrive pas à faire, et en même temps être capable d'aller gravir des montagnes que 99% de la population mondiale valide ne pourrait pas faire. Et voilà, et on le voit, et ce gamin, moi j'ai pas d'inquiétude, on le voit à sa bouille, on le voit à son sourire, il s'est déjà reconstruit et il va avoir une vie, à mon avis, assez riche, quoi. Il a que 14 ans et là, il attend une possible sélection pour les championnats du monde déjà. Hein. Déjà Non, mais c'est sûr, il va exploser à Rio, que ce soit à Rio, et puis Tokyo, quoi. C'est sûr qu'il va briller et il fera pas mal de choses. Et puis il va y avoir une sacrée histoire à raconter parce que ça lui est arrivé jeune, cette maladie, arriver à rebondir de cette manière-là. Parce que c'est pas la même d'avoir un accident, une maladie à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. À 10 ans, on découvre la vie, le regard des gens est dur, mais le regard des jeunes est très dur. Il n'y a pas de filtre. Moi, je vois, quand tu fais tes cours au supermarché, tu as des regards gênés des parents, les enfants, tout ce qui leur passe par la tête, ils te le disent.
ils te le font ressentir, ils te l'expriment, ils viennent te voir, ils te parlent, ils vont te dire vraiment tout ce qui passe. Donc les gamins dans les cours d'école, c'est dur. Moi j'ai déjà discuté avec des gamins en fauteuil qui jouent au tennis, qui me racontaient que des fois c'était des têtes de Turcs à l'école, que c'était vraiment violent. Donc arriver à se reconstruire à cet âge-là, c'est aussi un sacré challenge, et quand tu y arrives, ça fait vraiment de toi quelqu'un de très fort, et moi je suis assez optimiste pour ce gamin. Et je reprends les mots de la phrase de sa mère qui dit que s'il est bien aujourd'hui dans sa tête et dans son corps, elle dit c'est clair, c'est grâce au sport. Oui, non, mais le sport c'est un formidable outil de reconstruction quand on est handicapé. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'autonomie, la confiance en soi, créer du lien social, c'est toutes ces choses-là. Il n'y a pas que le sport de niveau, évidemment, quand on en fait comme lui. Ça apporte encore plus. Mais ne serait-ce que ces choses-là que je viens d'exprimer. Donc c'est des choses qui sont essentielles. Et c'est pas pour rien qu'en centre d'éducation, dès que tu peux sortir de ta chambre d'hôpital, on te met à la piscine. Association de bien-être, évidemment, on est en apesanteur. Donc le poids du handicap est moindre. Et puis voilà, du ping-pong, la musculation, tout ce qu'on peut faire potentiellement pour se bouger, et aussi parce que c'est un formidable outil pour être autonome. Encore une fois, quand on est capable de porter son poids de corps, on ne va pas avoir peur de pousser son fauteuil un peu partout, de s'aventurer. L'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de ne pas aller uniquement de chez soi à l'hôpital ou de chez soi au travail, c'est d'accéder à la culture, au loisir, au voyage. On peut prendre l'avion, on peut prendre le train, on peut prendre le bateau, on peut se jeter d'un avion à faire du saut en parachute, on peut faire de tous les sports. Oui, je l'ai fait 2 fois. On peut faire plein de choses, on ne peut pas tout faire. Ouais, ok, je ne peux pas aller faire une petite course romantique au clair de lune sur une plage. Ou alors ce serait pas très romantique, à 4 pattes, en rampant. Mais le truc, c'est que il y aura toujours des choses. On peut s'amuser à trouver toutes les choses que je pourrais pas faire, mais je pourrais surtout m'amuser à te montrer toutes les choses que je pourrais faire. Et il n'y a pas de... ça t'a marqué là. Tu t'es bien visualisé là en commando sur la plage avec ma meuf à côté de moi comme ça. Mais non, le truc, c'est que... Avec ma femme, pardon. Et voilà, et le truc, c'est que la réalité, c'est que... Alors, je dis pas ça pour tout handicap. Moi, je suis un privilégié. Moi, je suis paraplégique, incomplet, sportif de haut niveau, professionnel. Alors moi, je suis un privilégié, que ce soit valide et handicapé compris. Mon handicap, moi, il y a 3-4 marches, s'il faut, je peux les monter, je me débrouillerai, même si je me déplace en fauteuil toute la journée. Je me sens et m'estime privilégié, mais en même temps, et aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je veux faire, je vais essayer, ou en tout cas de trouver les moyens pour le faire. Et si j'y arrive pas, tant pis, je trouverai autre chose, mais en général, on y arrive, quoi. Et d'ailleurs, ton engagement, aujourd'hui, c'est même pour les autres, parce que tu fais profiter de ton expérience, tu as créé ton association, et on a un petit extrait du film de ton association, comme les autres. J'ai eu peur à la maison, j'ai eu des doutes sur le chemin, mais une fois vous avoir rencontré, ces doutes et ces peurs ont légèrement disparu. Demain, on va faire notre première initiation de tennis. En fait, le choix du fauteuil pour Tom, pour chacun, il est en fonction du handicap et en fonction du gabarit. Plus on est touché haut, plus on a besoin d'avoir une assise relevée et un dossier haut pour être bien calé. Donc là, a priori, c'est parfait. Plus l'index, le majeur, ce qui va te permettre d'éviter de mettre tes doigts dans les rayons. Toujours là. Allez, on y va. Je pousse, je reviens, sans être en contact avec ma courante. Je pousse ou alors? C'est extraordinaire de difficulté. C'est pas automatique de se déplacer en fauteuil. Il faut réfléchir à la vitesse, il faut réfléchir à pas tomber en arrière. Mais malgré ça, il faut se concentrer sur la balle, il faut se concentrer sur les déplacements. Il faut tenir la raquette et se déplacer en même temps. On comprend pas quand on les voit évoluer à la télévision, on se rend pas compte. Le principe du séjour, c'est aussi de se débrouiller. En fait, si tu as quelqu'un qui te dit que tu peux le faire, tu le fais. Et dans la tête, ça joue énormément, parce que tu te sens super vulnérable sur un fauteuil. Voilà. Je me suis prouvé aussi que si tu bouges un peu les fesses, tu arrives à faire des choses, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe de l'association comme les autres?
En fait, il y a 4 ans, avec mon grand frère et ma femme, on a créé l'association, comme les autres. Ça faisait un peu plus de 10 ans que j'étais en fauteuil. Ma femme avait besoin de trouver des fonds pour partir avec une association, l'association Backup Trust, en tant qu'accompagnatrice pour des séjours sportifs pour handicapés. Je lui ai dit d'aller voir mon grand frère, qui est très engagé auprès d'ONG. Il fait de la collecte de fonds pour les plus grandes ONG avec sa boîte. Et je lui ai dit, va le voir, je suis sûr que ça va l'intéresser. Bref, ils se sont vus, il lui a dit, ok, banco, mais pourquoi on ne ferait pas ça nous-mêmes? Et en fait, ils ont eu cette idée ensemble. Moi, je suis allé chercher ma femme juste après. Là, j'arrive, je les vois les deux, les yeux brillants. Ils me font, si on crée une asso, et je fais, ouais, on commence à discuter et tout. On a l'idée qui mûrit, et paf, on se dit, on organise une association pour personnes handicapées, où on va organiser des séjours à sensations fortes. On va servir du sport, mais du sport extrême. Alors là, le tennis, c'est peut-être le sport le moins extrême qu'on a, parce que dans l'extrait qu'on voit, on fait du tennis, mais on a fait... Vous ne faites pas que du tennis? Non, on fait... Alors l'hiver, on va faire du ski, de la motoneige, du chien de traîneau, du parapente, deltaplane. On va faire du jet ski l'été, de la plongée sous-marine. On a fait de la plongée sous glace à Tignes récemment. Tous nos séjours sont gratuits. Nous, on trouve des partenaires, des fondations d'entreprises notamment. On s'est dit, mais attends, on va les chercher dans les centres d'éducation. Ils viennent de sortir, ça fait à peine 1 an ou 2 qu'ils sont handicapés. On leur vend du rêve pendant 5 jours, tout compris, les mecs qui s'éclatent, les filles et tout, c'est ça, on fait du sport, on fait de la fête, puis ils retournent chez eux. Et chez eux, pour ceux qui peuvent retourner chez eux, il y en a qui sont en foyer, il y en a qui habitent au 3e étage sans ascenseur, il y a des histoires très compliquées. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire un peu plus que ça. Et donc on a mûri, on a grossi, on a organisé une 12aine de séjours par an, donc on fait toujours des voyages, des séjours à sensations fortes, avec toujours le même principe, 6 participants valides, 6 participants handicapés, récemment accidentés, un référent handicap, en l'occurrence quelqu'un qui a été accidenté depuis X années, qui s'est reconstruit dans sa vie de mec ou de fille en fauteuil, et un responsable de séjour. Et l'idée, voilà, c'est de proposer, sur la base du volontariat, à tous nos participants handicapés, 1 an d'accompagnement social global. C'est-à-dire un accompagnement pour toutes les démarches administratives, pour que ce soit une recherche de logement, pour toucher les allocations auxquelles tu as le droit, que ce soit pour l'accompagnement à la recherche d'une formation et ou d'un emploi, parce qu'on sait que la réinsertion par le travail, c'est essentiel. Tu as 2 fois plus de chances d'être au chômage quand tu es handicapé. Donc c'est un engagement, un accompagnement nécessaire. On leur propose aussi un accompagnement à la pratique sportive, c'est de les mettre en lien avec les sections handisport des différents sports auxquels ils souhaiteraient pratiquer, parce qu'on sait aussi, on a parlé tout à l'heure, ce que le sport peut apporter, que ce soit physiquement et ou psychologiquement. Donc voilà, et donc cette association, elle se développe bien, ça fait 4 ans, on a 3 salariés maintenant, on a une responsable logistique, on a une directrice, on a un travailleur social, on a mon grand frère qui est président bénévole de l'association, mon grand frère, ma femme et moi, on est fondateurs bénévoles de l'association. Moi, je m'assure de faire au moins un séjour par an, je suis là à tous les conseils d'administration pour s'assurer de la politique de l'association, et puis ça se développe très bien. Et quand tu vas sur ces séjours, en plus, il paraît que tu es assez dur. Ce séjour-là, j'étais assez dur. En fait, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je crois que dans l'avion, on a commencé avec un pote à regarder la première scène, pour moi, d'un des meilleurs films de guerre sur le Vietnam, c'est Full Metal Jacket, que je conseille tous d'ailleurs. C'est le briefing de l'instructeur Goodman au début qui, en gros, leur parle, mais de manière assez violente, et commence sous ces phrases en imposant de dire « monsieur, oui monsieur ». En français, c'est moins bien, mais en gros, je les ai violentés. Et en fait, parce que moi, c'est ma façon de faire, et c'est comme ça que j'ai voulu le faire, j'ai voulu les bousculer. C'est-à-dire que je les ai bousculés comme à moins quelqu'un qui est tombé de son fauteuil, parce que ça peut arriver, alors, il a voulu monter une rampe tout seul, il est tombé, bon, ce qui n'est pas grave, on ne tombe pas très haut dans un fauteuil. Le réflexe de tout le monde, c'est de venir, de leur mettre dans le cheveu. Arrachez vos sales pattes de la bande de ça. Et bon, je ne vais pas tout dire parce que c'était assez. Bref, il le laisse, il me regarde un peu comme ça. Et là, j'ai passé un quart d'heure avec lui par terre, à me mettre par terre avec lui, à expliquer comment faire. En fait, l'idée, c'est qu'en 4 jours, en 5 jours, tu as un jour de voyage, 3 jours d'activité et un jour de voyage au retour. C'est un accélérateur. C'est qu'en fait, que ce soit physiquement, psychologiquement, de manière pratique, c'est donner tous ces outils. Le référent handicap, il est là pour répondre aux questions, il est là pour partager, c'est un peu le confident, il va dire comment... Moi, le jeune de 19 ans, tétraplégique qu'on voit dans les images, accident de surf, tétraplégique à 19 ans, on va le chercher chez lui. C'est le seul qui, lui, était originaire du sud de la France. Donc les autres, on avait fait voyage en voiture, lui, on va le chercher. Sa sœur qui est là, qui m'explique comment lui faire son transfert. Je dis rien, moi, ça fait 15 ans, j'avais lui dire... Je ne savais même pas ce que c'était le handicap, que moi je savais faire. Mais elle m'explique, elle a besoin de se rassurer. C'est la première fois qu'elle quittait son frère en 1 an et demi d'accident. Ils vivaient ensemble, c'est la première fois. C'est lui qu'on voit d'ailleurs à l'image. Qui lui d'ailleurs a fait du planeur, a fait du tennis. On a réussi à le faire jouer au tennis. On lui a strappé la main et la raquette pour qu'il puisse jouer au tennis. Il a fait ses premières balles. Gamin, je le prends dans ma voiture. Les 2 camions nous suivaient. On arrive à l'hôtel et exprès, je vais qu'avec lui. Donc il y a nos 2 fauteuils dans le coffre. Et là, il me regarde tout affolé. Il fait mais merde, on n'a pas de valide avec nous, comment on va faire pour sortir de la voiture? Et là, je le regarde, je fais putain, voilà. On est dans la merde, mec. On
on est dans la merde. Écoute, on va essayer, hein, qu'est-ce que t'en penses? Il me regarde un peu affolé, je sors de la voiture, moi je peux me tenir debout, je prends mon fauteuil, je lui amène son fauteuil. Mais il n'a pas assez de force, lui, dans les bras. Il ne peut pas, comme moi, prendre le comme ça. Donc il y a une technique particulière. Donc il avait une petite planche de transfert, donc il me fait, tu me guides. Moi, t'imagines, t'es en soirée, t'es avec ta copine ou tu viens de rencontrer une fille, tu vois, parce que c'est une des choses que moi j'aborde dans mon livre, le rapport à l'autre, la séduction, c'est un vrai tabou, une vraie problématique. Donc je sentais que chez lui c'était quelque chose d'important. Donc je lui dis, voilà, je suis ta copine, je te ramène chez toi, on vient de se rencontrer. T'as pas envie que je te porte parce que c'est un peu l'affiche. Comment je fais? Tu me guides. Il me fait, bah ok, mets la planche comme ça, je mets la planche là, et là il me dit, mais par contre, ok, maintenant à toi de m'expliquer. Je lui fais, regarde, écoute-moi, a priori, je mettrai mon bras comme ça sur la vitre. Là, j'avancerai ma main comme ça. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Il se positionne. Le gamin, ça fait 1 an et demi qu'il est handicapé, il fait son transfert tout seul. Je le touche pas, tout seul. Je suis pas un magicien, j'ai rien fait. Oui. Et simplement, je l'ai pas assisté comme le font tous les proches des accidentés de la vie, c'est normal, on le fait tous. Le premier réflexe, moi, de mes frères, de mes parents, c'est de me tenir le fauteuil, de me porter des trucs. Quand je viens ici, on me demande comment on peut m'aider pour mettre sur le canapé. Et en même temps, ce qui est normal, ce qui est plutôt sain, c'est plutôt sympa. Mais en même temps, si je n'étais pas capable de me foutre de mon fauteuil au canapé, comment je fais chez moi pour aller aux toilettes, pour aller me laver les dents, pour aller prendre une douche? Donc, non mais c'est normal, c'est un réflexe normal. Mais lui, ce gamin-là, je peux te dire que ce qu'il a fait en 4 jours, c'est 1000 fois plus que ce qu'il a fait en 1 an et demi, et ça change la vie. Pour le coup, ça peut changer la vie. Mais tu l'as dit, hein, le mot, je pense que c'est ça, hein, tu l'as dit, le mot accélérateur. Nous, en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on le visualise. Moi, j'ai été dur, mais je ne suis pas injuste, hein, je suis dur, mais les gens, ils étaient morts de rire. J'ai torturé personne, je les ai martyrisés, mais dans le bon sens du terme, ils adoraient ça. Mais je leur ai fait faire des choses que la plupart du temps, personne ne leur aurait fait faire. Moi, j'ai cette légitimité-là parce que je suis handicapé moi-même. Après, on ne fait pas de miracle, on ne change pas la vie de tout le monde, mais je pense qu'on y contribue fortement. Et encore une fois, là, on gagne du temps, on leur fait gagner du temps. Et moi, ce que nous, on fait partager là, c'est ce que moi j'ai vécu. De manière complètement autonome et personnelle avec mes parents, mes frères, mes potes, de manière un peu empirique. On est arrivé, tiens, comment on fait quand on est en fauteuil roulant pour faire tel truc? Bon, bah, faisons-le, on verra, on va expérimenter. C'est un message fort, hein, que tu envoies avec ton association. Et en parlant de message fort, nous, on a un message pour toi, regarde, c'est là. Mickaël donne tous pour le tennis en ce moment parce que tu as que 18 mois, oui, et après c'est la retraite. Et je sais que tu vas profiter de parler de toi pour encore 2 ans. Et après ça, la vie, ça change un peu et c'est moi qui vais être un peu plus égoïste et on va déménager en Angleterre et on va essayer de peut-être rester à Londres et on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais ouais, ouais. Alors, c'est qui? Je sais pas, je connais pas. Belle femme, hein, je sais pas, je vais vous demander ses coordonnées après. C'est ma femme, Caroline, qui est anglaise. Hein. Voilà, elle n'est pas handicapée, hein, si elle parle comme ça, c'est parce qu'elle est anglaise. et elle se débrouille très bien d'ailleurs. Non, mais c'est marrant ce qu'elle dit parce qu'on a elle l'accepte, hein, à la base, elle est kinésithérapeute, elle travaille pour l'équipe d'Angleterre de tennis en fauteuil, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur le circuit, donc elle sait ce que c'est, ce métier-là. Elle a accepté, on s'est rencontrés, on est sortis ensemble en 2009, on s'est mariés en 2012. Alors à la base, il était question que j'arrête après les Jeux de Londres. Comme beaucoup de sportifs, on a du mal à arrêter, donc j'ai poussé jusqu'aux Jeux de Rio. Ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas après Rio. Mais elle accepte ce choix de vie. Elle a tout plaqué pour vivre avec moi à Paris, mais en même temps, je pars tout le temps. Là, je viens de partir 3 semaines et demie aux États-Unis. Je rentre à Paris 3 jours. Je pars 2 semaines en Afrique du Sud. C'est pas facile, notamment pour elle. Moi, c'est pas facile non plus parce que c'est culpabilisant, tu vois, d'abandonner les gens que t'aimes. Et elle encore plus parce qu'elle n'a pas la vie qu'elle avait avant. Tous ses amis et sa famille sont en Angleterre. Son boulot aujourd'hui, elle est kiné en libéral et elle donne des cours d'anglais dans une école d'ingénieur, mais en même temps, c'est pas exactement la manière dont elle exerçait ce métier avant. Donc c'est pas évident et en même temps, elle le dit. Hein, elle sait qu'en septembre 2016, c'est terminé et que je mettrai notre. Alors c'est le cas déjà de mettre notre couple au centre de notre vie, mais voilà, je suis obligé de faire des choix, pas égoïstes, individualistes, je dirais, mais bon, en même temps, dès qu'on peut, elle vient avec moi en Australie. Mais elle l'a dit, hein, il reste 18 mois, donc ce sont les Jeux paralympiques de Rio en 2016, et après... La reconversion, en gros, très rapidement, il y a plusieurs pistes. Il y a
l'association comme les autres. Alors c'est de continuer à développer cette association, les activités de cette association, mais en même temps, c'est pas ça qui va me faire vivre. Moi, je suis bénévole de cette association. J'en suis un des fondateurs, mais c'est de lui donner une résonance nationale, vraiment, potentiellement que toute personne accidentée passe un jour ou l'autre entre nos mains pour gagner du temps dans leur parcours de reconstruction psychologique, physique et sociale. Donc il y a ça. Il y a Andiamo, qui est une société de management pour sportifs de haut niveau handicapés, que j'ai créée avec mon grand frère et avec mon premier entraîneur de tennis, où là, on représente des sportifs de niveau handicapés exclusivement, et on organise des événements de sensibilisation au handicap en entreprise. Et puis non, moi, dans les médias, il y a deux, trois choses qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'il y a le métier de comédien. Quand je vois des fois des séries à la télé avec des personnes handicapées, quand je vois des personnages et tout, je me dis... Bon, ok, d'accord, il y a un texte derrière, un truc à apprendre, il y a des équipes et tout, il y a sûrement un stress particulier. Putain, mais tu vois ça plus naturellement. Je me dis, il y a moyen de faire ça, il y a une partie d'impro qu'il faut avoir, il y a moyen de le faire. Faire des chroniques plus généralistes dans des émissions de télé ou de radio, moi j'adorerais faire ça. Et plus tard, présenter des émissions, des choses comme ça, je pense que ça me botterait. Plus de tennis ? Ah non, oh là là. Coach, non ? Non, pas coach, au sens entraîneur au quotidien de joueur, mais par contre j'ai été moi sollicité, plébiscité même, toute humilité, par l'équipe de France féminine de tennis en fauteuil, qui aimerait bien bosser avec moi. Et l'idée, c'est que si la Fédé et les filles l'acceptent, moi, elles m'ont déjà proposé, être capitaine des équipes de France pour les suivre quelques semaines par an, ce qui me permettra de garder un contact quand même dans ce monde-là. Après, si j'aurai des engagements, mais là, pas au sens professionnel du terme, des engagements politiques et personnels au niveau de la fédération handisport, la fédération valide de tennis, que ce soit là par exemple s'il y a une candidature pour les Jeux de 2024, clairement je ferai partie des gens engagés, que ce soit dans l'organisation ou alors au niveau de la médiatisation, des combats politiques. Moi j'étais candidat régional en 2010 sur la région Île-de-France. Je sais qu'il y aura des choses comme ça, mais je vais pas devenir homme politique demain, sauf si un jour j'ai vraiment envie de... Si on a besoin de toi. On a besoin de moi, si la France m'appelle, je saurai répondre à cet appel. Voilà. Ça, je pourrais pas Mickaël, on est clairement sur la fin de l'émission, et merci d'être venu. Et puis j'ai envie de te souhaiter des médailles d'or, médailles d'or à Rio, en double et en simple. Bah écoute, tant qu'à faire, les deux me vont très bien. Allez, merci Mickaël. Merci à toi.